Chapitre 10. Le mariage. Dès 7 heures du matin, Maria se leva et inspecta les robes. 2 toilettes étaient nécessaires, l'une pour la cérémonie à l'église et à la mairie, et l'autre pour le bal. Elle emporta les premières toilettes et descendit à la lingerie. La robe en percale rose pâle d'Éléonore avait une tache de gras sur la jupe. Maria brossa le tissu pour enlever la poussière, puis imbiba le tissu du solvant nephtaline et frotta avec une petite éponge. Aucune auréole n'apparut, et elle commença le repassage avec le fer rempli de braise. Elle remonta dans la chambre et réveilla les filles avant de redescendre avec les robes de bal. Rose se dressa dans le lit et lui cria « Attends-moi, je viens t'aider, il y a bien un autre fer dans la lingerie. » « Ce n'est pas nécessaire, fais ta toilette et assure-toi que tes sœurs aient pris leur bain. À mon retour, nous irons prendre un petit déjeuner, » répondit Maria en claquant la porte. Les filles se levèrent prestement et en chantant. Elles se placèrent à tour de rôle devant le baquet rempli d'eau froide et s'aspergèrent en riant. Elles lacèrent leurs corsets et enfilèrent leurs toilettes. « Quelle journée magnifique, il y a un grand soleil et la température avoisine les 20 degrés » s'exclama Rose en ouvrant les persiennes. « Tout sera fabuleux aujourd'hui. L'église, la mairie et surtout le bal » chantonnait Éléonore sur un air de mazurka. Après un petit déjeuner léger, elles étaient si serrées dans leur corset qu'elles ne pouvaient rien avaler. Elles se rendirent à pied à l'église. Cette dernière avait été construite en 1877 dans un style néo-gothique. Le porche présentait 3 arcs brisés surmontés d'une croix. Au-dessus, 3 vitraux, aussi en arcs brisés, éclairaient la nef de 1000 couleurs. Sur le parvis, elles retrouvèrent les invités qui attendaient le marié. Ernest de Montolivet, en grande tenue, arriva au pas sur un anglo-arabe suivi de son régiment. Le curé du village convia les invités à s'installer dans l'église. Le père Jacques s'était réfugié en Algérie en 1871 suite au décret des otages publié le 5 avril 1871 par la Commune de Paris, selon lequel toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du mouvement régulier de la Commune de Paris serait sur le champ suivie de l'exécution d'un nombre triple d'otages. Il était membre de la Compagnie de Jésus et enseignait dans une mission du 17e arrondissement de Paris. Il avait été arrêté par les fédérés le 3 avril, car, selon la déclaration faite au peuple français le 18 avril, les révolutionnaires voulaient, à la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie, ses malheurs et ses désastres. Il fut sauvé par son amie Louise Michel, institutrice d'une école voisine. Elle réussit à le libérer en venant le chercher revêtu de l'uniforme des gardes nationaux du 61e bataillon de Montmartre. Il apprit plus tard qu'après la semaine sanglante durant laquelle le gouvernement et l'armée de MacMahon, installés à Versailles, s'opposèrent aux communards, ces derniers furent arrêtés et exécutés. Louise Michel, dite la Vierge Rouge, fut aussi arrêtée et condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie, où elle passa 10 ans de sa vie. Il entra dans l'église et chassa ses souvenirs qui avaient été ravivés par la ressemblance entre Claire et Louise Michel. Il devait organiser la plus importante cérémonie de sa paroisse et il donna ses dernières consignes aux sacristains et aux enfants de chœur. L'organiste de la paroisse et l'orchestre commandé par François Tevzer interprétèrent la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Marie-Amélie entra au bras de son père pendant le Gloria in excelsis Deo. Un chœur d'enfant s'éleva dans les airs, donnant à la démarche de la mariée un air d'ange. Maria était très émue. Elle était si sensible à la musique qu'un léger frisson s'empara d'elle. Après l'échange des consentements et des alliances, une cantatrice se leva, se dirigea vers l'autel. Une voix céleste chantait « L'Ave Maria » du compositeur français Charles Gounod.
Tous les invités pleuraient. En ce jour de réjouissance, le père Jacques fit signe au pianiste qui calma ce torrent d'émotions en jouant Rêve d'amour de Franz Liszt. Marie-Amélie semblait être transportée dans un monde éthéré, mais son jeune époux gardait la tête froide et avait un air altier, accentué par le port de son uniforme. Les époux sortirent de l'église au son du Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach, fils de Jean-Sébastien. Ils passèrent sous la haie d'honneur faite par les chasseurs d'Afrique et montèrent dans leur calèche nuptiale. La foule les suivit à pied ou à cheval,
jusqu'à la demeure des parents de la mariée. Le mariage civil à la mairie avait été fait dans l'intimité la veille en fin d'après-midi. François Tevzer se devait d'offrir une collation après la messe à tous les élus, aux personnalités et au personnel communal, mais il ne pouvait en refuser l'accès aux autres invités. Ainsi, une grande foule se retrouva dans les jardins où avaient été dressées des tentes pour abriter le buffet. Maria y retrouva José et François Manuel qui étaient arrivés trop tard pour assister à la messe. Il était accompagné de son ami serrurier José Vicente Cardoni, appelé Vincent. C'était un beau jeune homme âgé de 26 ans, aux yeux bleus, qui portait une épaisse moustache. Les présentations furent faites et Rose rougit légèrement car elle avait déjà remarqué cet homme qui accompagnait toujours son frère. Claire et Éléonore se promenaient dans les allées en observant tous les invités. Elles aperçurent José en compagnie d'un homme portant un burnous blanc surmonté d'un turban à petits plis. Il était plus grand que leur frère et avait fière allure. Claire resta figée devant son sourire, se dégageant de sa grande barbe noire et son regard bleu-vert légèrement moqueur. « Claire, tu ne reconnais pas Hamid ?» demanda José en embrassant sa sœur. Claire sourit timidement et tendit la main à Hamid. Éléonore lui sauta au cou et l'embrassa chaleureusement. « Hamid, viens vite voir maman, elle en sera très heureuse » insista Éléonore en le tirant par la manche de son vêtement. Ils se dirigèrent tous les quatre vers la tente où Maria, Rose et François Manuel étaient installés. « Bonjour Hamid, je pense que sans José, je ne t'aurais pas reconnu. Il y a au moins 10 ans que je ne t'ai pas vu. Comment vont tes parents ? Je ne les vois que très rarement, dit Maria en installant le jeune homme près d'elle. Merci Madame Campero de votre invitation. Mon père travaille toujours avec Monsieur Fabre et Aïcha, ma mère, ne se porte pas très bien. Elle a fait une mauvaise chute il y a 3 ans et depuis elle boite et souffre terriblement. Et toi, Hamid, qu'as-tu fait ces dernières années, reprit Maria. À l'âge de 7 ans, après avoir quitté l'école franco-arabe de Tlemcen, je suis rentrée au MSID, école primaire coranique, où j'ai appris à lire et à écrire l'arabe littéraire. J'ai étudié le Coran et appris les souras. Ma mère souhaitait que je fusse instruit par les moudérès, enseignants dans les mosquées, dans une médersa, école supérieure coranique. Ces études ont coûté de l'argent à mes parents et aux douars qui ont fait des dons en nature. À 17 ans, je suis entrée à la médersa de Tlemcen, située dans une vaste maison du quartier du Méchoir. J'y suis restée 3 ans et j'ai obtenu un brevet d'études musulmanes. Puis, je suis allée 1 an à la médersa Attarine de Fès au Maroc pour obtenir une licence et devenir cadi. Durant ces années de tolabas, étudiant de la médersa, j'ai reçu un pécule me permettant de vivre et je logeais dans des cellules disposées autour de la cour intérieure de l'université. Voilà, que vous dire de plus? Aujourd'hui, je rends la justice au tribunal de Tlemcen et je me déplace dans toute la sous-préfecture pour trancher les litiges entre mes compatriotes. Claire était fascinée. Elle voulait en savoir plus et demanda « Qu'as-tu appris à la médersa ?» Au XIe siècle, la dynastie turque des Seldjoukides a fondé des écoles pour enseigner le Coran et la Sunna, pour faire connaître le hadith, c'est-à-dire les faits et gestes et paroles du prophète Mahomet. À cette époque, et jusqu'en 1850, il s'agissait d'écoles religieuses. Comme la religion n'était pas séparée de l'État, la Sunna devint source de loi. Le décret du 30 septembre 1850 a fondé en Algérie 3 médersas pour former les fonctionnaires musulmans. La première fut installée à Médéa, la deuxième à Constantine et la troisième à Tlemcen. Celle de Tlemcen a été fondée en 1347 par le sultan méridine Abou el-Hassan et se situait dans notre village d'El-Bad. Elle a depuis déménagé au centre de Tlemcen. J'y ai appris les 7 sciences de la tradition, à savoir le Coran, le hadith, le droit, la dogmatique, la mystique, l'explication des sciences et les sciences linguistiques, grammaire, rhétorique, littérature, en arabe littéraire et en français. Les 7 sciences de raisonnement, soit la logique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la science des sens, la médecine, l'agriculture et la métaphysique. « Mais tu es un savant !» s'écria Claire, les yeux brillants d'excitation. « De nous tous, tu es le plus instruit. Es-tu marié? As-tu des enfants ?»
« Ma chérie, tu es indiscrète et tu vas mettre Hamid dans l'embarras, déclara Maria en prenant la main de sa fille. Mais il n'en est rien, Madame Campero. Pour répondre à Claire, je ne suis ni père de famille, ni marié, ni fiancé, ajouta-t-il d'un sourire narquois. Alors je te réserve tout mon carnet de bal ce soir, osa dire Claire, sans se rendre compte de son absence de retenue. Hélas, mon ami, je ne suis pas invitée au bal. Le seul arabe qui sera présent en dehors des domestiques est le caïd. Hamid baissa d'un ton et se penchant vers Claire, il ajouta « Néanmoins, je suis très touché. » Maria s'inquiéta de l'attitude de Claire et pour faire diversion, elle se leva et les invita à se rendre au buffet pour se restaurer. Ils étaient attablés et dégustaient galantines de volaille, cailles au raisin, perdreaux au chou, le tout arrosé de vin rouge et rosé. Lorsque Maria aperçut une rousse flamboyante, elle s'écria alors, « Élisabeth, Ramon, nous sommes ici !» Ramon et son épouse prirent place près d'eux et le déjeuner se termina dans la joie de se retrouver. Vers 15 heures, les femmes rentrèrent à l'hôtel pour se reposer et se préparer pour le bal. Les garçons partirent avec Hamid faire une longue promenade. Ramon se dirigea vers le fumoir pour y retrouver ses amis. Il les retrouva dans le jardin sur des chaises berçantes en bois cintré, fumant des gros cigares de la Havane et sirotant du cognac ou des eaux de vie. Des clameurs s'élevèrent autour du jeune Oscar de Montagnac, qui avait été pris à partie au sujet des lettres de son grand-oncle, le colonel Lucien de Montagnac, publiées par la librairie Plon en 1885. « Comment avez-vous osé publier ces pamphlets contre l'armée française au moment de la conquête de l'Algérie ?» l'invectiva un vieux colon en habit de soirée. « Mais je n'y suis pour rien. C'est le père de mon cousin Germain qui a pris cette initiative, » balbutia le jeune homme très mal à l'aise. « Je trouve au contraire cette publication très courageuse, car les lettres contiennent beaucoup de vérités historiques, » intervint le caïd. « Je vous en conjure, monsieur le caïd, n'intervenez pas dans cette querelle, » intercéda François Tevzer, qui n'avait pas lu le livre, mais qui préjugeait de la mauvaise tournure que prenait la conversation. « Peu d'entre vous ont lu ces lettres ou les ont mal interprétées, déclara maître Bugeaud. Bien que se réjouissant de la mauvaise posture de son rival, il ne pouvait pas supporter que l'on salisse la mémoire de ce valeureux combattant qu'avait été Lucien de Montagnac, mort tragiquement dans une embuscade en 1845, le ventre ouvert et le crâne fendu. « Mon oncle a bien connu cet officier téméraire, » continua le notaire. « C'est un témoin des difficultés rencontrées par l'armée française durant cette lutte contre l'émir Abdelkader. Il se plaignait du maréchal Vallée qui poussait ses armées sans tenir compte de l'état des troupes et des razzias organisées par le général Lamoricière, car c'étaient ces soldats qui avaient pour la mission de vider les silos, brûler les récoltes et voler le bétail des tribus arabes. Comme leur disait leur général, la guerre que nous allons faire n'est plus une guerre à coups de fusil, c'est en enlevant aux Arabes les ressources que leur sol leur procure que nous pourrons en finir avec eux. Nos soldats n'étaient pas préparés à ce type de combat, eux qui avaient fait la guerre de 70, mais nous avons gagné et divisé l'Algérie en 3 départements de la France. En aucun cas, Montagnac ne fut un traître ou fut un séditieux. Il s'est battu jusqu'au bout pour la patrie, même s'il ne comprenait pas toujours les stratégies de ses supérieurs. » François Tevzer, en sa qualité d'hôte, n'appréciait pas cette conversation par égard pour le caïd dont personne ne se souciait. Il chercha à détourner son attention et demanda à Ramon de bien vouloir s'occuper de lui. « Mon cher caïd, connaissez-vous Paris ?» dit Ramon en rapprochant son siège. « Mais bien sûr, je suis allé à l'exposition universelle de 1889. J'ai même reçu une récompense distribuée par le président Sadi Carnot pour les tentes kabyles disposées sur l'esplanade des Invalides. Cette exposition était merveilleuse. La galerie des machines à l'extrémité du champ de Mars ressemblait à un grand vaisseau de fer et de verre. J'ai escaladé la tour construite par M. Eiffel jusqu'au 3e étage et de là-haut, nous avions une vue imprenable sur la ville, mais je ne sais pas si j'y retournerai un jour. En tout cas, ce n'est pas le bon moment. Il se passe en France des événements dramatiques, répondit Ramon, en tirant sur son Havane. Le 8 décembre dernier, une marmite pleine de clous a été lancée par Auguste Vaillant,
d'une tribune de la Chambre des députés. Elle a explosé et fait de nombreux blessés. L'homme a été guillotiné. Néanmoins, de nouveaux attentats se produisirent à Paris. Une bombe à l'hôtel Terminus, près de la gare Saint-Lazare, a tué une personne et a fait une vingtaine de blessés. Son auteur, Émile Henry, a déclaré vouloir venger Vaillant. Il fut lui aussi guillotiné, mais entre février et avril, 3 nouveaux attentats ont été perpétrés dans des lieux publics. Alors mon ami n'allait pas à Paris. Je croyais que la France était républicaine, mais quelles sont les revendications de ces hommes demanda le caïd très étonné. En fait, déclara Ramon, il s'agit d'anarchistes qui demandent la suppression de la propriété privée et du gouvernement. Ils se réclament de Proudhon et de Bakounine, et ils se sont séparés des socialistes en 1879. À partir de 1892, ils se sont livrés à des actes de violence et leur principal acteur fut Ravachol, qui jouait de la dynamite. Il fut guillotiné en juillet 1892. D'autres ont voulu le venger. La presse en avait fait le Christ de l'anarchie. Ces hommes sont sans foi ni loi. Il faut cependant préciser, intervint le père Jacques, que ces hommes n'avaient pas tous des motivations politiques. Ravachol n'était en réalité qu'un repris de justice qui, sous prétexte de s'attaquer à la société, avait commis de nombreux crimes. Vaillant, fils naturel d'un gendarme et d'une servante, avait voulu se venger de la société dans laquelle il ne trouvait aucune place. Henri était le fils d'un communard et il n'avait jamais pardonné à la société le sort qui leur avait été réservé. On reconnaît bien en vous le jésuite qui cherche toujours à excuser et à faire confiance à l'homme et à son libre arbitre. Sans la grâce divine, l'homme ne peut que vivre, comme des anarchistes, que dans le péché, dit en souriant Ramon. Cher ami, nous n'allons pas reprendre la querelle des jansénistes sur les partisans de la grâce efficace et ceux de la grâce suffisante, mais je pense que ces hommes n'avaient pas leur libre arbitre et que ce mouvement s'éteindra de lui-même assez rapidement. Dieu puisse vous entendre, père Jacques, proféra le caïd. François Tefzer comprit que toutes ces discussions pouvaient engendrer des querelles, aussi proposa-t-il à ses invités une partie de croquet dans le jardin. Tous les hommes se levèrent, ravis de se dégourdir un peu les jambes en attendant le bal du soir. La réception débuta vers 19h. Maria et ses filles arrivèrent les premières. Elles furent reçues dans les jardins, débarrassées des tentes, garnies d'hortensias bleues et roses et de roses blanches. Les serviteurs défilaient en présentant des rafraîchissements sur des plateaux en cuivre ciselé. Peu à peu, les invités peuplèrent les jardins et à la nuit tombante, la grande salle de réception fut ouverte, laissant apparaître de larges tables rondes disposées autour de la piste de danse. L'orchestre jouait le ballet de Piotr Ilyich Tchaïkovski, Casse-Noisette, pour permettre aux invités de prendre place. Maria était à la table de Madame Fabre avec ses enfants et leurs amis. Des adolescents en grande tenue de serveurs leur portaient du champagne et des pains d'anis, biscuits à la cuillère, macarons et aussi des gâteaux arabes au miel. Marie-Amélie et Ernest ouvrirent le bal par une valse de Johann Strauss, le beau Danube bleu. La mariée était magnifique dans sa robe, style Second Empire, en satin de soie moiré blanc et coquille d'œuf. Elle portait un collier de perles fines qui rehaussait son décolleté. Maria la regardait avec fierté, la robe confectionnée par elle était somptueuse. Ramon vint l'inviter à danser. Maria remarqua très vite le manège de son cousin, qui la serrait d'un peu plus près lorsqu'ils évoluaient près d'Élisabeth, qui dansait avec un général. Ramon était très jaloux. Son épouse, la flamboyante rousse aux yeux verts, était volage et Ramon en devenait fou. Il n'osait plus voyager seul ou aller à la chasse et ses affaires commençaient à en pâtir. Maria eut pitié de lui car il connaissait à son tour les souffrances de Dolores. Elle essaya de le distraire et de le faire rire, mais c'était peine perdue. Ramon faisait une fixation. Elle fut heureuse de regagner sa table et retrouva toute sa petite famille qui riait aux éclats. Rose et Vincent se regardèrent dans le blanc des yeux. José discutait avec Monsieur Fabre et François Manuel regardait avec insistance la jeune Isabelle assise à la table de Ramon. Éléonore ne tenait pas en place, elle courait poursuivie par Auguste Tefzer à travers les tables. Seule Claire semblait un peu triste, plongée dans ses pensées. Au milieu de la soirée, Henri Piétron, négociant en vin,
vint inviter Maria à danser une valse de Vienne. José regardait sa mère dans les bras de cet homme, grand, distingué, portant la cinquantaine avec panache. Il fut stupéfait de ne plus voir en elle la mère, mais la femme. Maria semblait si légère et comme en état de grâce. Elle souriait à son cavalier, la tête renversée. José eut un choc. Sa mère et cet homme se connaissaient et s'aimaient. Ils étaient certainement amants. Il se tourna vers Claire et lut dans ses yeux la même impression. Il s'approcha de sa sœur et lui demanda si elle connaissait cet homme. Claire répondit qu'elle le voyait pour la première fois et qu'elle ne comprenait pas l'attitude de leur mère. José chercha François Manuel, mais ce dernier, après avoir longuement dansé avec Isabelle, l'avait entraîné dans les jardins. José dit à Claire : « Nous devons nous parler au plus vite en dehors de la présence de mère. » Claire promit de le prévenir et d'organiser cette réunion de la fratrie. Le bal dura jusqu'à 3 heures du matin.